Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, on est très heureux en tout cas de vous proposer ce matin en fait cette suite en fait de la conférence, enfin du cycle de conférences consacré à la provocation dans le rock qu'on propose avec évidemment la bibliothèque des Chirous, hein, notre partenaire qui continue à proposer ce genre d'événement, alors que voilà, on est encore en confinement, mais on a cette possibilité quand même de venir chez vous comme ça, de façon virtuelle. Et ça nous permet quand même de continuer ce cycle avec beaucoup de plaisir. Alors, Pierre, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet très, très intéressant et malheureusement un peu méconnu, hein, trop méconnu, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Ce sont les femmes dans le rock, hein, évidemment, qui, voilà, Voilà. on fait beaucoup de choses et elles sont malheureusement un petit peu tues par un milieu qui est quand même assez machiste, hein, il faut dire ce qui est. Oui, bah, c'est ça, oui. De toute façon, bah, dès le départ, mais ça dit, comme tu dis, il y a de la matière et je pense qu'en une seule visioconférence, on n'aura pas le temps d'évoquer, évidemment, on aura le temps d'évoquer une toute petite partie de ce qu'elles ont pu faire depuis le début, puisque voilà, on va quand même repartir du début dans le blues et le jazz avec des artistes du début du XXe siècle bah, qui inspireront évidemment leurs successeurs. Et donc, voilà, on évoquera ça. Et puis, il y aura une seconde partie, Laurent, le mois prochain aussi. On a effectivement découpé, comme Pierre vient de le dire, en deux cet amas de matière, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Donc on va s'arrêter aujourd'hui, on va commencer, comme Pierre vient de le dire, aux racines, et on va aller jusqu'au début des années 90 avec l'émergence du mouvement Riot Girls, un mouvement extrêmement intéressant, puisque ce sera vraiment, dans le mouvement rock féminin, le seul qui sera vraiment, je veux dire, idéologique, dans le sens où ce sera vraiment un mouvement féministe. On l'évoquera rapidement aujourd'hui, mais on prendra évidemment dans un mois plus l'occasion évidemment de l'explorer, tant évidemment c'est une matière extrêmement intéressante, et tant il y a pas mal de représentants et de groupes évidemment qui sont intéressants à ce niveau-là. Donc voilà, première partie aujourd'hui, qu'on va commencer d'ici quelques minutes, et le temps que les différentes personnes nous rejoignent. Vous dire aussi, en attendant le début, qu'un bouquin qui a été voilà, consulté pas mal de livres par rapport à ceci, mais un bouquin récent que je vous conseille si vous voulez aller un petit peu plus loin par rapport au sujet, c'est celui-ci, ça s'appelle Girls Rock. C'est de Sophie Rosemont. C'est une autrice française qui voilà, fait vraiment un très très bon travail ici, puisque voilà, ça retrace évidemment toute l'histoire des femmes dans le rock, avec aussi certains témoignages de musiciennes, notamment des musiciennes françaises. Je pense notamment à Clara Luciani, et il y a d'autres personnes qui sont là aussi, qui expliquent comment en fait ces femmes pionnières du rock ont été des sources d'influence, des modèles vraiment pour leur carrière. Donc c'est vraiment un chouette travail, et c'est vrai que l'axe francophone est assez sympa ici, puisque généralement il y a énormément de littérature qui existe en anglais, beaucoup de travaux qui sont soit britanniques, soit américains, mais en français, il n'y a pas beaucoup de littérature par rapport au sujet, et celui-ci est vraiment une référence. Alors, je ne sais pas, Pierre, si tu penses qu'on peut commencer. Oui, Écoute, ah, il est il est 5, 10h05. oui, je pense qu'on peut commencer. Si tu as l'occasion d'accepter peut-être ceux qui arriveront Oui, oui, tout un à peu en fait. Là, retard. on a une vingtaine de personnes. Je vais déjà lancer le slide, et le partage, hein. Hop. Et lancer le diaporama. Voilà. Pierre, tu me confirmes qu'on voit bien tout? Oui, je vois bien. Super. Ok, super. Voilà. Voilà. Bienvenue donc, dans ce nouveau rendez-vous. Alors, on va, comme on l'a dit il y a quelques instants, retracer en fait cette histoire en commençant au début avec le blues, le jazz. On va évoquer évidemment les premières femmes dans le rock, hein, avec notamment un exemple très très intéressant, Pierre, comme quoi en fait le rock et l'Église, ça peut parfois donner des choses assez surprenantes, hein. C'est justement Oui, oui. l'existence voilà, d'artistes qu'on va évoquer dans quelques instants. C'est justement grâce à ce bouquin que je l'ai découvert. C'est qu'elle est malheureusement méconnue, et pourtant, elle est considérée par beaucoup, et par des grands noms comme Keith Richards ou encore Eric Clapton, comme
une des personnes qui a inventé le rock'n'roll. Donc voilà, une femme aurait inventé le rock'n'roll, c'est quand même assez intéressant aussi de réfléchir à tout ça. On parlera évidemment des années 60, 70, 80 et de la métamorphose aussi de comment l'image en fait de ces femmes dans le rock va évoluer et comment elles-mêmes vont se définir à travers les différents courants musicaux qui débarquent à ce moment-là. Et puis alors aussi, Pierre, extrêmement intéressant et malheureusement aussi méconnu, les femmes qui sont derrière les manettes. Hein. On ne parle pas beaucoup du métier Productrice, des ingénieur du productrices et son. ingénieurs du son, absolument. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant Voilà. à évoquer. Moi, je regarde juste qu'il y a des personnes qui essaient de nous rejoindre. Et comme je suis, j'essaie de voir comment je peux prendre le contrôle. Donc oui, Bon, petite précision, n'oubliez pas de couper vos micros, bon, éventuellement vos webcams si vous ne souhaitez pas être vu en tout cas. Mais c'est surtout évidemment bien couper chacun son micro, comme ça il n'y a pas d'interférence par rapport à Laurent et moi. Donc, voilà. voilà, ok, j'ai récupéré le contrôle par rapport aux participants. Voilà, on va se plonger aux origines. Donc, c'est vrai qu'on l'a déjà évoqué dans ce cycle de conférences sur l'histoire du rock. Tout commence un petit peu dans les champs de coton, hein, Pierre. Tout commence aussi avec le blues qui est au début chanté dans les champs et puis qui devient instrumenté par la suite. Le jazz, évidemment, hein, qui va préfigurer aussi, même dans l'attitude, hein, parce qu'on parle quand même de la provocation dans le rock. On sait que dans le jazz, même si aujourd'hui le jazz a une image très lisse, très parfois un petit peu intellectuelle comme ça. Il y avait des choses assez rock'n'roll qui s'y passaient, hein, Pierre. C'est sûr que si on prend le jazz, en tout cas dans les années 50 à New York, même fin des années 40, c'est assez, assez rock'n'roll effectivement, puisqu'ils ne sont pas tous très sains dans leur mode de vie et évidemment ils doivent se battre, ils doivent se battre vraiment pour exister. Voilà. Et donc, C'est encore le cas finalement pour certains musiciens à l'heure actuelle, puisque avec la pandémie, etc., j'apprenais hier que des gens qui doivent subsister, survivre quelque part, par exemple à New York, hein, des gens vraiment avec une carrure internationale au niveau jazz doivent vraiment jouer pour quelques francs, en fait. Et donc, voilà, c'est toujours un milieu assez difficile suivant les circonstances et les époques. oui, effectivement, Pierre, je rebondis à ce que tu dis, parce que c'est intéressant aussi sur. J'étais il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je ne sais plus, en chat en ligne avec différents participants, avec Gaylan Dorsey, la bassiste de David Bowie. Et en fait, elle expliquait que forcément, aujourd'hui, son métier, c'est de tourner avec Lenny Kravitz. Et ce sont toutes des personnes en fait, qui n'ont plus de job du tout pour le moment et qui essaient de se réinventer, en fait, notamment en lançant des pages Patreon où en fait elle propose en fait des contenus vidéo où elle propose des cours de basse en ligne ou ce genre de choses de façon à avoir à nouveau une activité parce qu'en fait toutes les personnes évidemment on le sait chez nous en Belgique mais dans le monde entier dans l'événementiel et dans les milieux artistiques ont perdu leur boulot et essaient de se réinventer et le digital est une façon en tout cas de subsister pour ces personnes et à tout niveau, puisque bon, elle évidemment c'est quelqu'un d'assez célèbre dans ce domaine, mais ça galère aussi pour les personnes qui ont déjà une certaine renommée. Donc pour les personnes qui débutent, c'est encore plus compliqué. Donc Pierre, voilà, de Bessie Smith à Janis Joplin, Bessie Smith qui, voilà, malgré le fait qu'elle était dans un milieu très compliqué, parce que premièrement, on sait que les musiciens noirs américains, ils ont dû galérer beaucoup plus que les blancs pour être payés correctement. En plus d'être une femme, elle a quand même réussi à s'en sortir pas trop mal à l'époque. Et c'est une des premières, en tout cas, à voir. Oui, tout à fait. Elle aura la chance, effectivement, d'être signée chez Columbia Records, dont on évoquera un petit peu la situation ici. Ben voilà, le slide qui suit. Puisque Columbia Records est finalement la toute première grosse maison de disques, en tout cas grosse compagnie musicale, à promouvoir les enregistrements sur disque, hein, puisqu'ils auront aussi un partenariat avec les gens détenteurs des brevets des phonographes, hein, et aussi des systèmes d'enregistrement Victor. Mais pour revenir donc à Bessie Smith, dont on voyait une photo aussi d'Etta James à côté de Billie Holiday. Bessie Smith vient donc de l'Arkansas, vraiment véritablement des champs de coton.
Et elle va être musicienne évidemment précoce, hein, puisque dans la famille, tout le monde joue de la musique. Ça fait partie intégrante de la vie là-bas, évidemment, pour un peu survivre aux conditions très difficiles. Et elle va avoir un contrat donc, chez Columbia Records et elle va effectuer ses premiers enregistrements vers 1923. Déjà en 1925, ça va devenir une des artistes les mieux payées de son époque, en tout cas fin des années 30. Elle touchera jusqu'à 2 000 $ par semaine, qui est absolument gigantesque pour l'époque et pour une artiste noire, qui est censée aussi s'adresser à un public noir. C'est aussi ça le principe à l'époque, c'est qu'on segmente très fort évidemment donc les publics. Hein. Donc il y a les artistes pour un public blanc, les artistes noirs pour un public noir. Oui, il y a une ségrégation, Voilà, même là. ségrégation qui est là, Mhm. bien sûr, toujours très, très importante. Mais malgré ça, bon, voilà, ce sont des artistes qui vont devenir universels parce que voilà, ils vont pouvoir briser les genres et briser ce système de caste et de race aux États-Unis et devenir populaire parmi tous les publics, hein, notamment Billie Holiday dans le jazz qui fait une carrière absolument exceptionnelle. Et voilà, Bessie Smith est véritablement la première, une des vraiment pionnière au niveau du blues, au niveau du chant blues. Et elle va aussi bénéficier d'avancées technologiques en matière d'enregistrement, hein, puisqu'au départ, on est sur des gros systèmes assez acoustiques pour pouvoir enregistrer tout ça. Elle a une voix de contre-alto, en fait, et elle va vraiment aussi bénéficier de l'arrivée des microphones pour pouvoir vraiment développer son style et avoir de plus en plus d'aura dans le public. Alors, petit extrait aussi en musical, Pierre. On va un petit peu illustrer tout ça à travers cette vidéo, puis on aura l'occasion d'en parler évidemment, et puis d'évoluer du blues au jazz vers la musique rock. When it rained 5 days and the sky turned dark as night. Voilà, Pierre, enregistrement d'époque, hein, avec ce Oui, piano assez fantomatique. Ça fait partie évidemment du son de cette époque. Et bon, l'enregistrement n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, évidemment. Alors, autre personnage, évidemment, assez intéressant, on l'a évoqué dans l'introduction brièvement, c'est cette Sister Rosetta Tharpe dont j'ai découvert voilà, l'existence grâce à ce bouquin Girls Rock de Sophie Rosemont. Et voilà, c'est quelqu'un qui, dans les années 30 et 40, est connu pour être la première femme à avoir joué de la guitare électrique, notamment. En tout cas, connue, avoir enregistré, et surtout d'avoir utilisé de la distorsion sur cette guitare. Donc, on est vraiment, en fait, oui. on est avant le rock'n'roll, évidemment, parce que le rock'n'roll, officiellement, débute en 54, mais elle joue déjà de la guitare électrique, et elle met de la disto, elle a une attitude aussi assez rock'n'roll, et en plus, voilà, c'est une sœur, donc dans les milieux de l'église, le rock, qui est souvent considéré, enfin, même le blues, le jazz, comme la musique un petit peu du diable, hein, parce que voilà, c'est une musique un peu qui a en elle-même un côté contestataire, un côté provocateur, évidemment. Et puis, bon, voilà, le fait aussi que d'avoir une femme qui prend la guitare, qui est cet instrument qui généralement est associé aux hommes, etc. C'est vraiment une prise de position forte, et de montrer voilà, que les femmes sont évidemment aussi capables que les hommes de pouvoir jouer de la guitare. Et un personnage voilà, haut en couleur qui, aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, voilà, que ce soit Dylan, Keith Richards, Eric Clapton, la plupart, quand on les interroge sur les pionniers de l'histoire du rock, ils citent toujours cette Sister Rosetta Tharpe, qui est vraiment voilà, un modèle un petit peu malheureusement méconnu, mais qui mérite le détour. On va forcément écouter un extrait, hein, Pierre, mais Oui, oui. voilà, je vous conseille peut-être, si vous voulez en savoir un petit peu plus, de lire ce très très bel ouvrage qui s'appelle Sister Rosetta Tharpe, la femme qui inventa le rock'n'roll. C'est de Jean Buzelin, c'est trouvable, c'est en français, donc c'est très très accessible, et ça vous permettra un petit peu de vous replonger évidemment dans cette ambiance. Oui, personnage très Il y a intéressant. peut-être quelque chose à dire avant d'écouter l'extrait sur. Oui, en fait, oui, juste dire effectivement, Ah, Pierre? confirmer que tu ne m'entends plus. Allô? Ah, Ah ouais, voilà, ouais, je t'ai c'est perdu. revenu.
C'est Oui. revenu, voilà. Bah oui, juste préciser, bah, comme tu le disais, que c'est un personnage haut en couleur et très intéressant parce qu'en fait, elle va faire le lien aussi entre le gospel et le rock'n'roll, hein, puisqu'elle elle vient, Sister Rosetta Tharpe, bah, d'un milieu de l'Église, en tout cas, par ce fait-là, évidemment, c'est quelqu'un qui, au départ, est dans les chants gospel. De ce gospel, eh bien, elle va en faire quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll, notamment bah, grâce à cette guitare électrique, parce que ça va être la toute première, effectivement, enfin, une des toutes premières à utiliser la guitare électrique en rajoutant donc de la distorsion, comme tu le disais. Et ce sera aussi une figure de référence pour ce qui va devenir après le Chicago Blues, hein, puisque beaucoup de musiciens du Chicago Blues, bah, comme Johnny Hooker, etc., vont bah, reconnaître en elle bah, une des précurseurs de ce son, de ce blues bah, qui vient de loin, mais qui commence à devenir électrique et bah, qui va déboucher sur le rock'n'roll, évidemment, par la suite. On va écouter un petit extrait et voir un petit peu l'attitude incroyable de cette Sister Rosetta Tharpe. Precious memories? No. Lonesome Road? This train? And I'm going to see how many going to ride on it. This train is a clean train. This train. Voilà, on n'était plus évidemment au début de sa carrière là, mais plutôt au milieu de cette carrière avec voilà, un public très costard cravate là, très sérieux, hein, comme on pouvait voir aux États-Unis à cette époque-là, avec des femmes généralement quand on le voit dans le public plus souriantes que les hommes. Je pense qu'elles sont assez contentes, je pense, de voir une représentante femme qui fait de la musique qui est souvent associée aux hommes à cette époque-là. En tout cas, voilà, grand nom que cette Sister Rosetta Tharpe. Alors, on passe des années 30, 40, 50 aux années 60 avec un aperçu global. Bah, comme l'a dit avec Pierre, on ne va pas pouvoir malheureusement s'arrêter sur chaque artiste féminine ou chaque groupe féminin parce qu'il y en a vraiment énormément. Et il faudra leur faire des conférences un week-end entier, hein, je pense, pour pouvoir couvrir tout ça facilement. Mais en quelques mots, il y aura aussi tout ce phénomène en fait des girls group dans les années 60 avec évidemment Diana Ross et ses Supremes, les Shangri-Las, les Ronettes qui étaient en fait le groupe mis en place par Phil Spector, les Crystals, Martin de Vandellas, tous ces groupes en fait féminins, souvent des chanteuses nord-américaines à 3, 4, avec une musique qui était extrêmement pop, souvent produite façon Motown, avec un côté extrêmement accessible et un côté extrêmement direct comme ça dans la matière. Ça, c'était au niveau des girls group qui seront notamment une influence énorme, hein, je pense, notamment Shangri-Las, au Martin de Vandellas pour bien plus tard, dans les années 90 et 2000, pour pas mal d'artistes évidemment qui revendiqueront son influence. En folk, Joan Baez évidemment, qui fera ses débuts en même temps que Bob Dylan et même avant Bob Dylan. On sait que Bob Dylan va beaucoup s'influencer de Joan Baez, même si après, bah, malheureusement, quelque part, bah, Dylan sera plus célèbre. Il aura fait un petit peu ses écoles chez Joan Baez, qui sera vraiment une grande icône de la folk américaine. Buffy Sainte-Marie, évidemment, Odetta, dont on ne parle pas assez, qui est aussi une figure noire-américaine très intéressante, et Judy Collins au niveau du folk. Au niveau du rock et de la musique psychédélique, évidemment, comment ne pas citer les débuts de Janis Joplin au sein d'un groupe qui s'appelle Big Brother and the Holding Company, voilà, qui va révéler évidemment le grand talent de Janis Joplin. La chanteuse
en tout cas la deuxième chanteuse de Jefferson Airplane, Grace Slick, qui va évidemment devenir l'image du groupe pendant de nombreuses années et qui sera responsable de grands tubes comme Somebody to Love ou White Rabbit. Sandy Denny aussi, toujours entre folk et psychédélique, qui, au niveau britannique, donnera un petit peu les meilleures lettres du folk britannique à ce moment-là et collaborera aussi, on peut le souligner, avec Led Zeppelin par la suite. En sol, évidemment, Aretha Franklin, sur laquelle on va faire un petit zoom. Tina Turner, qu'on évoquera évidemment tout à l'heure, qui est déjà là dans les années 60, mais nous, on l'évoquera plutôt dans son comeback des années 80. Mais avant tout ça, Pierre parlait aussi d'un personnage assez aussi méconnu, malheureusement, mais quelle carrière, quel personnage absolument étonnant et tout à fait en dehors des codes machistes, etc., quelqu'un qui a vraiment réussi à s'imposer sur une scène musicale qui était très masculine, Pierre. Oui, voilà, tout à fait. Et bon, puisque ici on parlait des artistes qui sont mis en avant, qui sont un peu qui sont évidemment les vedettes, là, je proposais ici de parler d'une personne, Carol Kay, dont tu me parlais en fait il y a quelques jours. Et c'est vrai que elle a joué un rôle mais considérable dans la création musicale, puisqu'il s'agit d'une bassiste qui est totalement méconnue. Par contre, quand vous entendez une ligne de basse des années 60, il y a de fortes chances que si c'est un tube, elle soit dessus. Parce qu'elle a joué sur à peu près 10 000 sessions de studio. C'est absolument incroyable. C'est quelqu'un de totalement méconnu. Et donc, ici, pourquoi pas lui rendre un petit hommage, puisque c'est une des rares femmes musiciennes de session de studio, de surcroît bassiste. Là, on a mis un petit bout d'une interview d'elle où finalement elle est dans un monde évidemment machiste et en plus à la basse, c'est très très rare d'avoir une femme à la basse, puisqu'au départ c'est plutôt de la contrebasse, puis la basse électrique arrive et en général c'est plutôt des instruments qui sont joués par des hommes, mais évidemment, elle est là et elle devient l'une des personnalités, l'une des musiciennes les plus demandées en studio dans les années 60. Elle va jouer avec un nombre absolument époustouflant de musiciens, Brian Wilson, des Beach Boys, Michel Legrand. Elle travaille évidemment avec Phil Spector pour les enregistrements de la Motown sur plein de hits. Elmer Bernstein, Lalo Schifrin, Mission Impossible, c'est elle, la ligne de basse en tout cas. Donc vraiment un personnage... Quincy Jones aussi. Oui, évidemment, elle va travailler avec Quincy Jones. Personnage très modeste, très sympathique aussi. Elle est toujours là, elle donne aussi des cours de basse, elle a sorti des livres sur comment jouer de la basse. Et donc, voilà, je vous propose aussi donc, de l'entendre. Ici, elle explique un peu comment elle a créé une ligne de basse connue de Sonny and Cher. Et puis elle parlera un petit peu de ses autres réalisateurs. Ça dure 2 minutes, c'est en anglais, c'est pas très difficile à comprendre, on traduira par la suite. The first part of The Beat Goes On was like this. When I'm cutting a record, I'm hearing everything that's going on. And I fit the bass line as a framework around the records. You had a one-chord tune, and you knew that that wasn't going to make it. So about the third line I came up with was, and the beat goes on. All of a sudden it came together, you know. So I thought, aha. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee. And that's when I noticed, you know, with that beat goes on line, how important the bass line was, you know, that kind of thing. Did a ton of TV shows, MASH, Hawaii Five-0. What happened was that the movies were dying by the time that the TV got going, see? But then they started to add the rock and roll and the soul music to movies. I'm the only bass player that I could cut those parts and make up parts too. They had a film called Duel. They had me do this. The truck gears, I guess, you know, so I'm doing this for hours, you know. I tell people, don't laugh. I got paid a lot more doing that than...
people say, well, you're a woman in the studios. Wasn't it hard? And I say, no, I knew that women were out there playing. You know, you heard about this woman playing with that man. There were women that did work with the men, you know, so I never thought of myself as a woman. I mean, I thought that I had to play the guitar and then I had to play the bass. A note doesn't have sex to it, you know. You either play it good or you don't play it good. So some people can't handle that, you know, especially some men, you know, because they can't, they want to think that it was a man that played the bass because of the sexual thing. But when you hear somebody with balls, that's me. Sacré personnage que cette Carol Kay. Hein. C'est vrai que Pierre, on en parlait. Oui, beaucoup d'humour. Et voilà, elle dit voilà, c'est pas finalement important de quel sexe la personne joue de la musique, on s'en fout. En fait, ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est vrai que elle expliquait aussi l'avènement, évidemment, des shows télévisés à l'époque, de toutes ces séries télévisées sur lesquelles elle a travaillé, Mission Impossible, et La Famille Addams aussi. Elle a commencé à travailler sur beaucoup de génériques de séries télé. Et puis alors au cinéma aussi, comme elle maîtrisait aussi bien la musique soul que le rock, elle était appelée pour faire pas mal de choses, dont parfois des sons assez étonnants, hein, comme elle montrait dans... Pour Spielberg, hein, et en faisant quelques bruitages de cordes sur sa basse, elle a gagné plus d'argent qu'en faisant la ligne de basse de Mission Impossible. Voilà, et aussi souligner évidemment son énorme travail incroyable sur l'album Pet Sounds des Beach Boys, et Dieu sait ce que c'est un album de référence aujourd'hui, et Dieu sait ce que Brian Wilson est considéré dans la composition comme un des grands génies du genre, et Brian Wilson lui faisait une confiance aveugle parce qu'il savait que c'était absolument elle dont il avait besoin pour plusieurs de ses travaux, et voilà, c'est une carrière vraiment très très riche, et c'est super qu'effectivement, comme tu le disais Pierre, qu'elle continue à donner des cours et à plus de 90 ans. Enfin, c'est assez fabuleux. Alors, Zoom, on vous l'avait dit sur Aretha Franklin, qui a fait quelque chose d'assez intéressant avec son morceau Respect, que tout le monde connaît, mais qui en fait au départ a été un morceau d'abord interprété par Otis Redding, qu'on connaît mieux pour Sitting in the Dock of the Bay. Et en fait, ce qui est génial dans la version de Aretha Franklin, qui est devenue le tube qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'elle a détourné un message qui au début était extrêmement machiste pour en faire quelque chose, justement enlever ce côté machiste et en faire un morceau de revendication. Alors, on ne va pas vous décortiquer toutes les paroles, mais il y a plusieurs moments en tout cas où les choses ont été changées entre la version de Otis Redding et celle d'Aretha Franklin, mais notamment au tout début, avec ce passage « All I'm asking is for a little respect when I come home ». Ça, c'est ce que disait Otis Redding dans sa version originale. Ce que je veux, chérie, c'est un peu de respect quand je rentre à la maison. Donc, c'est un peu l'image de l'homme qui travaille, de la femme qui reste à la maison. Et donc, il veut du respect quand il revient. Donc, il faut grosso modo que son repas soit fait, etc. Et que la gentille madame se taise en acceptant, à la limite, sa mauvaise humeur. Dans la version d'Aretha Franklin, eh bien, les choses vont changer. Et le couplet devient ceci: ce que tu veux, chérie, je l'ai, ce dont tu as besoin, je l'ai. Suivi de refrain où il ne change qu'un seul mot. All I'm asking is for a little respect when you get home. Ce que je demande, c'est un peu de respect quand tu rentres à la maison. Et voilà, c'est elle qui veut du respect et pas Otis Redding qui en demande à sa compagne. Donc voilà, petit changement dans les textes, mais grande évolution au niveau quand même, en tout cas pour l'époque, au niveau du message qui est véhiculé. Et puis quel succès évidemment que ce morceau Respect, qui aujourd'hui toujours continue à être repris dans tous les styles musicaux. Ça fait partie des morceaux qui est le plus repris, je crois, dans l'histoire de la musique soul américaine. On peut le voir jouer un peu partout sur scène et en studio. Mais là, on vous propose d'écouter la version originale de 66 sur cet album qui s'appelle I Never Loved a Man the Way I Love You. Super morceau, Pierre. Enregistrement fabuleux, et qu'elle voit aussi que c'est Aretha Franklin. On va écouter ça. What you need, you know I got it.
classique ici. Alors, je vous invite aussi à aller voir sur YouTube, notamment, on n'aura pas l'occasion de la diffuser aujourd'hui, mais la version de ce Respect interprété par Aretha Franklin dans le film des Blues Brothers. C'est assez intéressant. Pierre, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, C'est, on la voit en tout cas avec certaines de ses amies qui font les chœurs et elle tient tête à son compagnon comme ça, qui, je pense, qui est concessionnaire de voitures ou je ne sais pas quoi. C'est assez intéressant de voir ces images. oui. On passe aux années 70, Pierre, avec voilà, aussi des personnalités qu'on va évoquer comme ça brièvement et certaines sur lesquelles on va évidemment s'arrêter un peu plus. Tout d'abord, les Sœurs Wilson, un groupe qui malheureusement en Europe n'aura pas un grand retentissement, alors qu'aux États-Unis, c'est un groupe assez légendaire. C'est le groupe Heart, qui sera parfois considéré un petit peu comme le Led Zeppelin féminin, autour de Anne et Nancy Wilson, groupe toujours actif aujourd'hui aussi et qui est voilà, qui vaut vraiment le détour. Stevie Nicks, grande figure de Fleetwood Mac et en solo, hein, ce sera aussi un personnage très, très important dans les années 70 et 80. Pat Benatar dans les années 80 au niveau plus, on va dire, hard rock, FM, ce sera aussi un personnage très, très important. Suzy Quatro, sur lequel on va revenir ici quelques instants. Et puis, bien entendu, Chrissie Hynde et les Pretenders, qui, elle, en fait, va d'abord évoluer dans les milieux punk britanniques, en étant très proche des Sex Pistols, des Clash, et puis qui va de plus en plus lisser son son pour devenir après la leaduse des Pretenders et aussi connaître des très très grands succès dans les années 80. Alors Suzy Quatro, petit zoom, hein, Pierre, sur ce personnage assez intéressant. Lors des précédentes conférences et cycles du rock, de ces samedis du rock, on a eu l'occasion pas mal de parler de la scène de Detroit, hein, Pierre, qui est une scène super importante, hein, avec les Stooges, MC5, Alice Cooper, et aussi ce son très industriel, quoi, dans le sens où c'est Motor City, quoi. C'est comme Charleroi, la version. Parce que tu es namurois, ce n'est pas bien. Non, mais il y a quelque chose, et c'est même un petit peu Alice Cooper qui le disait, il y a quelque chose d'industriel qu'on ressent dans cette musique et qu'on peut ressentir aussi dans des villes comme Liège ou Charleroi, chez les artistes. C'est vraiment empreint dans la culture musicale et ça donne quelque chose d'assez particulier. Bien, Suzy Quatro fera partie de cette scène de Detroit, une scène extrêmement importante, et elle va façonner une image qui va en fait être vraiment le modèle numéro un d'une certaine Joan Jett, dont on parlera par la suite avec les Runaways notamment, mais aussi Suzy Quatro va être quelqu'un qui sera beaucoup évoqué par tout le mouvement des Riot Girls dans les années 90, de par son attitude, de par son image aussi. Ce sera une des premières femmes à avoir, je veux dire, on voyait comment Sister Rosanna Thorpe tout à l'heure, qui elle avait déjà une guitare électrique, mais c'est ici la première femme dans les années 70 où on voit vraiment avoir cette attitude à la guitare de rockstar qu'on pouvait voir chez Jimmy Page, par exemple. Elle va prendre sa guitare et l'utiliser de la même façon, en utilisant des codes extrêmement masculins. Et donc, de par ce fait, elle va devenir une icône. Et aussi, Pierre, au niveau du son, ce sont des morceaux glam rock, qui oscillent entre rock et pop, parfois assez accessible, avec un personnage derrière, un producteur qui a l'habitude de ce genre de choses. Oui, c'est ça, voilà, puisqu'il s'agit de Mike Chapman, hein, qui a travaillé avec Sweet, qui va travailler avec plusieurs groupes de l'époque, et bien entendu, après, qui travaillera avec Debbie Harris, hein, donc avec Blondie, qui contribuera aussi à une sorte de son, en tout cas, voilà, à l'époque, glam, hein, quelque chose qui vient aussi, c'est assez étonnant, puisque donc Suzy Quatro, comme tu le disais, vient
il y a un univers un peu rude avec une scène un peu garage de Detroit. Et bah, finalement, voilà, elle est repérée par ce producteur. Et ce son va quand même se transformer en quelque chose d'un peu plus glam rock, hein, avec beaucoup d'attitude aussi, évidemment, hein, puisque voilà, elle prend sa guitare basse. Voilà, quand on voit des images de concert d'elle, elle ne manque pas de personnalité et de s'afficher, comme tu disais, bah, comme une véritable rockstar. Et donc voilà, l'image se construit comme ça. Et donc avec le travail de Mike Chapman qui va vraiment lui donner une identité sonore, quelque chose bah, qu'on retrouvera un peu effectivement dans les autres groupes glam de l'époque londonienne aussi, hein, de la fin enfin de ces années 70, on va dire, hein, avec oui, ce son à la fois simple, rugueux, efficace, mais coloré, hein, puisque voilà, c'est tout l'univers un peu glam, cette originalité finalement qui donne ce style bah, voilà, très particulier qu'on va entendre ici. Oui, il y a un côté presque schizophrénique, hein, comme tu disais, Pierre, entre des riffs un peu ravageurs, comme ça, un peu industriels, qui viennent de cette base de Detroit, et une production très pop. Donc, c'est un peu deux univers Voilà. qui se mélangent et qui s'opposent quelque part, d'une certaine façon, mais Oui, ça oui. donne ce résultat. Avec un petit extrait ici d'un de très beau documentaire que je vous conseille, très récent documentaire, je pense qu'il est sorti en 2019 ou 2020. Sur cette carrière assez tout à fait atypique de Suzy Quatro. My mother used to say to me, "Where are you running?" I don't know, I say, but I'm running. I don't know why. I'm still like that now. I was in a very musical family with 5 kids, and it was right after watching the Beatles, us neighborhood girls got on the phone, what about an all-girl band? We were the earliest female group that rocked hard, didn't play like girls, like Tinky Tinky, you know. Imagine the influence of Detroit. My brother had set up Mickey Mouse coming in. An offer was made that he wanted just her. It devastated them, and it devastated me. I didn't know anybody, didn't go anywhere. It was really, really lonely. Then I would say Suzy Quatro came out of the ashes. She was the first and broke the ice and kicked the door for us gals. I've never seen a woman with an instrument in a band. At that time, rock was a male-orientated business. She has transcended her gender. She is now just considered an icon. A lot of girls that tried to be Suzy Quatro, but when it's in the DNA, you can't fake that. Certainly her position in being like the first woman leading a band, having hits like that. This woman has so much energy, so much talent. She could have done anything. She started expanding her career. In fact, that was hard on the marriage. Strange how people don't like you to step out of a box, do they? And I refuse to be boxed. And there's a whole chunk of growing up that got missed out. That's the person I'm trying to address now, that little girl. Yeah, I wouldn't tell her not to go. Just stop running so fast. She did far more than show that women could play music. She showed us that we could be who we were. Because with Suzy, there was never a question. Suzy had a dream in Detroit, and all these years later, she is still living that dream. That is amazing. Très très chouette documentaire Suzy Q sur la carrière de Suzy Quatro, avec évidemment pas mal de personnes qui ont été influencées par elle pour lancer leur propre carrière. On voit notamment dans les crédits du documentaire Tina Weymouth, qui était en fait la bassiste de Talking Heads. Il y a des membres évidemment des Runaways, comme la chanteuse Cheryl Curry, Joan Jett, Alice Cooper, enfin plein de personnes qui sont là pour aussi rendre hommage à ce personnage qui a vraiment révolutionné le son de la musique rock au féminin. Alors,
on va aussi évoquer les Runaways, qui, voilà, le groupe dans lequel notamment Lita Ford et Joan Jett, Cherie Currie vont lancer en fait un de ces premiers groupes féminins où toutes les filles en fait jouent d'un instrument de musique et font de la musique rock. C'est un groupe qui va arriver dans la fin des années 70 et puis va propulser par la suite les carrières de Lita Ford d'un côté et les carrières de Joan Jett qui, comme vous le savez, dans le début des années 80, va triompher avec sa reprise de I Love Rock'n'Roll, que tout le monde connaît. Et ces Runaways, c'est vraiment une légende en fait, de la culture américaine, avec un film, l'incomplet, par un documentaire qui leur a été réservé il y a quelques années. Alors, ce n'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, ce film, par contre, d'un point de vue, on va dire, plus historique, c'est très intéressant à regarder, puisque ça montre comment en fait, ce groupe féminin va devoir se battre en fait, pour être reconnu dans le milieu rock des années 70. Et ça montre bien le combat, aussi, ça montre aussi toutes les difficultés que le groupe va avoir, parce qu'évidemment, elles ne vont malheureusement pas échapper aux choses qui entourent le rock à ce moment-là, à savoir les problèmes au niveau financier, les problèmes les arnaques, mais aussi les problèmes de drogue qui ont touché évidemment beaucoup de groupes de rock dans les années 70. Et ce film, en fait, est un très, très beau compte-rendu en fait, de ce qui s'est passé à ce moment-là. On va regarder la bande-annonce de ce film que je vous conseille chaleureusement. Et puis, on continuera l'histoire du rock et des femmes. My name is Shuri, and my life was ready for a change. It really looks terrible. Good. It all started with Joan. I'm Joan Jett. I want to start an all-girl rock band. Once we met, We love your look. We are choosing you to be a part of rock and roll history. we did what no one else thought we could do. You know how many bands think they're going to make it? Well, excuse me if I don't want to work at the Pup and Fries for the rest of my life. People said we were a bad influence. Open up, you filthy varmint. But who are they to tell us that? What is this? It ain't baby shampoo. We were about to make rock and roll history. We did it. Mercury Records. We got signed? We got signed! The Runaways have the most chance of any group I've seen to tear this world apart. Can't stay at home, can't stay in school. I just gotta spend time with my family. Your family? Are we not your family now? We were the first girls to rock. And we did it the only way we knew how. On our own. C'est une bande-annonce de ce film que je vous conseille. Et pour l'illustrer, le morceau Cherry Bomb, qui est un peu le morceau le plus emblématique de la carrière des Runaways. Et quand on va entendre ce qu'on va écouter là, dans un instant, ce morceau Cherry Bomb, si vous connaissez un peu le son, puisque les femmes dans le rock ont proposé dans les années 90, je pense à des groupes comme Hall notamment, pour les plus connus, mais dans les moins célèbres, de groupes de Riot Girls, genre Bikini Kill ou Throwing Music, ce genre de groupes, ils vont vraiment en fait tout à fait s'inspirer de ce son que les Runaways vont proposer sur ce morceau Cherry Bombs. Oui. Une remarque intéressante par rapport à ce film, c'est un groupe de Los Angeles, et quelque part, c'est un peu, je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être vu aussi le film de Dirt, de Motley Crue, c'est un peu finalement le pendant féminin de Motley Crue, qui sont un peu dans la même époque, en tout cas au début de leur carrière. Oui, et puis c'est intéressant à voir cette ambiance, et voilà. Avec les mêmes problèmes, Pierre, effectivement, de cohabitation. Hein, quand voilà, on voit le personnage, j'aurais bien passé du temps de ma famille. Voilà, la famille, il n'y a plus de place pour tout ça à ce moment-là. Et les groupes qui sont, la proximité dans les tourbus, ce genre de choses qui engendrent évidemment les problèmes qu'on connaît dans l'histoire du rock.
Voilà, Pierre, quand on entend ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est clair que, allez, si on prend le nombre d'airplay au niveau mondial d'un groupe comme les Renouaises par rapport à d'autres groupes qui sont de la même génération, mais qui sont des groupes masculins, et finalement, quand on écoute un morceau comme ça, il n'y a rien à envier à des productions masculines de l'époque, on pourrait se demander pourquoi l'airplay est 10 fois moins important. Et voilà, on sait qu'au niveau des choix, il y a encore un petit, il y a encore du travail à faire. Mais bon, voilà, ça fait partie en tout cas de l'histoire. On va, Pierre, s'attaquer à un personnage ô combien emblématique dans l'histoire du rock au féminin, Patti Smith, Pierre, qui est vraiment une icône du genre, poétesse du rock, et qui est intimement liée, Pierre, à un studio, le studio qui s'appelle Electric Lady Studio. Oui, voilà, tout à fait, puisque voilà, pour l'enregistrement de cet album Orsis dont on va parler, hein, donc ça se passe à New York, hein, avec, en compagnie de John Cale qui va produire cet album et qui va véritablement créer les sonorités et inspirer en tout cas tout ce qui est improvisation sur cet album, puisqu'il va quand même y avoir beaucoup de parties improvisées et de choses assez différentes pour englober, pour accueillir finalement les textes de Patti Smith, hein, qui parlent de différents sujets. Et donc voilà, ici on parle un peu du studio, puisque c'est l'Electric Lady Studio, dont on a déjà parlé quelques fois, hein. C'est le fameux studio créé par Jimi Hendrix à New York, hein, dans cette ancienne salle de nightclub concert qui va être transformée en studio par Jimi Hendrix. Jimi Hendrix ne verra pas l'aboutissement, en tout cas l'ouverture au public du studio, puisqu'il va malheureusement décéder un an ou deux avant que le studio soit complètement opérationnel pour les autres artistes. Mais donc voilà, ce studio marque l'histoire de la musique, bien évidemment. Il est toujours d'actualité aujourd'hui parce que voilà, il y a toujours des enregistrements qui se font là-bas. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est que Patti Smith choisit de la date de l'anniversaire de la date de la mort de Jimi Hendrix, donc le 18 septembre, 5 ans après. Elle décide ce jour-là d'enregistrer un des morceaux de cet album qui s'appelle Elegy, qu'on va écouter ici. Et donc c'est un hommage volontaire de sa part, évidemment, par rapport à Jimi Hendrix au niveau du texte. Et donc voilà, volontairement les sessions d'enregistrement de cet album se déroulaient justement à cette période-là, et le dernier jour d'enregistrement était justement ce fameux 18 septembre, jour anniversaire de la mort de Jimi Hendrix, et elle décide d'enregistrer ce jour-là et de lui rendre hommage. Alors Pierre, aussi signaler, comme tu le précises à l'instant, qu'effectivement énormément de place à l'improvisation. On est dans un rock assez libre, hein, dans son interprétation, effectivement, comme les textes le sont. La réponse des musiciens est beaucoup moins, on va dire, cadenassée, beaucoup moins contenue que dans la production rock de cette époque-là, parce qu'on est en 75. Et cet album Orsis fait partie, de par ce fait aussi, des albums qui vont influencer ce qui se passera 2 ans plus tard dans toute la scène punk, qu'elle soit américaine avec les Ramones, ou britannique avec les Sex Pistols, les Clash et beaucoup d'autres. I just don't know what to do tonight. My head is aching as I drink and breathe. Memory falls like cream in my bones, moving. Aussi à signaler sur ce morceau et sur l'ensemble de l'album, qui est une merveille Orsis, hein. Si vous ne connaissez pas cet album, je vous conseille vraiment. C'est de cette alternance dans l'interprétation de Patti Smith entre des passages chantés et des passages plus narratifs, hein, pratiquement du talk-over, comme ça, où elle parle, et puis il y a certains moments où elle chante, et ça donne vraiment une ambiance tout à fait particulière, avec effectivement, comme Pierre le signalait, toute cette liberté au niveau de l'instrumentation derrière, qui est à ce moment-là tout à fait innovante. Alors, on va parler aussi de quelqu'un qui va faire son grand retour en fait dans la fin des années 70, avec un personnage complètement
changé de ce qu'elle était au début de sa carrière. C'est Marianne Faithfull qui débute sa carrière dans le début des années 60 en interprétant notamment pas mal de titres qui ont été signés par les Rolling Stones. On connaît son histoire qu'elle aura avec Mick Jagger, notamment à l'époque. Mais quand elle commence dans les années 60, elle est mannequin, elle est utilisée, elle ne vient pas du tout du monde de la musique, donc on l'utilise un petit peu, entre guillemets, et c'est péjoratif attentionnellement, comme un pot de flore, dans le sens, voilà, elle est bien jolie, elle est bien gentille, on va la mettre dans un coin, on va lui faire chanter des chansons. Et donc là, elle subit un petit peu tout ce milieu musical qu'on lui impose, etc., sans vraiment qu'elle soit intéressée, ni même intégrée dans ce milieu. Et elle va vivre pendant un moment là-dedans, jusqu'au moment où elle va se retrouver dans une période très très difficile, dans la fin des années 60 et début des années 70, de dépendance à l'héroïne. Elle va finir par notamment se prostituer dans la rue, etc. Et donc, après cette phase extrêmement difficile de sa vie, elle va revenir dans la fin des années 70 complètement transformée, avec là une attitude extrêmement rock et extrêmement, on va dire, impliquée dans la musique. Elle n'est plus le petit personnage gentil qu'on mettait dans un coin pour faire joli sur un plateau de télé. Elle devient vraiment l'artiste qui a des choses à dire, qui a envie en fait de cracher aussi un petit peu sa rage par rapport à ce qu'elle a vécu et son instrumentalisation du passé. Et ce qu'elle va faire, c'est sortir cet album Broken English en 79, qui est vraiment un album de référence en matière de rock ou féminin. Sa voix a complètement changé. Si vous écoutez le début de sa carrière, où elle a une petite voix un peu fluette, vers la Marianne Faithfull qui arrive en 79 avec cette voix rock and roll au possible, où elle raconte vraiment sa vie de façon très cash, comme ça, sans aucun filtre. C'est un très très grand album, ce Broken English, et c'est aussi une carrière qu'elle va relancer, Pierre, notamment grâce au label, très célèbre label Island, et à Chris Blackwell notamment. Oui, voilà, c'est ça, puisque donc, elle revient, mais c'est aussi grâce à ce Chris Blackwell, hein, qui est le fondateur, propriétaire du label Island. Hein, Chris Blackwell qui séjourne en Jamaïque, hein, dans les années 60, et puis revient à Londres et fonde ce label Island Records, qui est évidemment fondateur aussi dans le reggae, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc Chris Blackwell va littéralement repêcher Marianne Faithfull et va l'entourer et faire la production de cet album, hein, qui a un son qui commence à devenir différent, puisqu'on va vers un son qui devient un peu plus, qui va un petit peu plus vers la new wave. Enfin, ce n'est pas encore ça, mais on n'est plus dans le rock du début des années 70, on est dans quelque chose de beaucoup plus travaillé, hein, puisque Chris Blackwell est là avec ses formidables studios qui sont à Londres. Il y aura aussi le fameux Compass Point Studio dans les Caraïbes. Et ici, voilà, Chris Blackwell sait produire, hein, puisqu'il a produit aussi Grace Jones, évidemment. Et on peut remarquer une certaine analogie finalement dans la production, hein, puisqu'on est dans quelque chose d'assez travaillé, d'assez lissé au niveau du son. Et Marianne Faithfull vient avec cette voix rugueuse, hein, cette voix qui est devenue beaucoup plus grave, beaucoup plus qui a vécu évidemment, qui a traversé des événements marquants dans sa vie. Et il y a cet assemblage entre une musique qui commence à devenir plus travaillée et qui s'oriente vers la musique qu'on va retrouver dans les années 80, et cette voix qui est là, rocailleuse, qui vient du rock. Et donc voilà, cette production va permettre de relancer Marianne Faithfull, évidemment, avec ce superbe album et ce magnifique morceau. Un milieu très sombre, évidemment, présent sur Broken English, avec un mélange, évidemment, d'ambiance de guerre froide aussi, hein, qui est évoqué, mélange aussi de ce qu'elle a vécu, ce qu'on disait à l'instant dans la rue. Et elle qui est, si vous lisez sa très belle autobiographie, que je vous recommande aussi,
issue complètement de la noblesse britannique, donc elle a été élevée dans un milieu assez, plus que riche et plus que privilégié. En finissant en fait dans le monde de la rue pendant ce moment, elle va se rendre compte aussi de ce qui se passe et faire un constat en tout cas sur cette Angleterre de la fin des années 70 et du début des années 80 qui est une Angleterre où les choses vont déjà très mal pour beaucoup de personnes et voilà, constat ici assez glacial et assez ultra réaliste de Marianne Faithfull sur cet album. Alors, on va avancer dans les années 80 avec un zoom qu'on va faire sur Tina Turner dans quelques instants, notamment, Pierre l'a évoqué tout à l'heure, Debbie Harry, Blondie aussi, enfin, donc son groupe, le groupe dans lequel elle évolue, Blondie, qui, Pierre, ça pour la petite anecdote, c'est marrant, commencera complètement dans le milieu punk pour finalement se retrouver un peu par hasard dans le milieu disco, hein, puisque... Voilà, ils vont faire un morceau qui s'appellera au début de Disco Song, un peu pour se foutre de la tronche du disco, et puis ça va marcher. Et puis ils vont continuer dans ce sens-là, quoi. Voilà, c'est partie des choses de l'époque. Joan Jett, hein, qu'on a évoqué évidemment avec I Love Rock'n'Roll, Girls School, assez intéressant à préciser, ce groupe de métal féminin qui existe toujours aujourd'hui. Girls School, tout à fait typique aussi du son des années 80. Annie Lennox, hein, figure emblématique évidemment de Rhythmix aux côtés de Dave Stewart. Sue de Susie and the Banshees, dont on aura l'occasion aussi de reparler ensuite. Comment ne pas les citer aussi, même si on n'est pas vraiment dans le milieu du rock, mais bien dans le milieu de la pop, plutôt Madonna et Cyndi Lauper, qui, Madonna, on le sait, va travailler notamment beaucoup avec Nile Rodgers, Pierre, hein, qui va être un peu le producteur années 80. Oui, tout à fait, oui, qui va vraiment aussi créer des albums les plus vendus de Madonna, effectivement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans le rock, mais bon, voilà, effectivement, deux personnalités, hein, évidemment, Madonna qui débarque là et qui veut absolument réussir et qui va mettre tout en œuvre pour créer sa carrière de toute pièce, et Cyndi Lauper qui est aussi une personne extrêmement douée très tôt en fait, hein, et qui dès l'âge de 17-18 ans va proposer ses maquettes et puis va décoller hein, à un moment donné, voilà. Et puis citons aussi dans le cas de Cyndi Lauper le fameux Girl Just Wanna Have Fun, qui est aussi un peu un vent de liberté en tout cas pour les femmes dans la musique pop en tout cas. Et les Slits, alors groupe complètement atypique, ça voilà, on n'aura pas l'occasion d'en parler beaucoup aujourd'hui, mais voilà, si vous avez l'occasion d'aller un petit peu voir ce qu'elles ont fait, c'est très très underground, c'est complètement un peu dans ce que Pierre évoquait tout à l'heure. Oui, on arrive en fin septembre, début 80, c'est fort emprunt du son New Wave, hein, avec aussi toutes ces libertés au niveau de l'instrumentation qu'on pouvait retrouver chez Patti Smith et tout ça. On n'est plus dans des codes extrêmement encadrés, mais dans une liberté artistique tout à fait intéressante. Alors, voilà, un petit mot sur Susie and the Banshees et ce personnage de Siouxsie Sioux qui est un peu en fait l'image aussi. Elle ne sera pas la seule. Hein. Je trouve que notamment dans son image, elle rappelle un petit peu, et Pierre, je pense, va être d'accord, Nina Hagen, hein, dans sa tenue, etc. En Allemagne, hein, Nina Hagen qui est aussi, voilà, on aurait pu en parler pendant des heures tellement c'est intéressant, c'est Nina Hagen qui a fui finalement le Berlin-Est pour rejoindre l'Ouest et faire une carrière tout à fait atypique, un peu punk hein, au départ. Susie, elle, c'est vraiment le même monde New Wave que les Cure. D'ailleurs, pendant tout un moment, Robert Smith viendra prêter main forte à Siouxsie and the Banshees en tant que guitariste. Ça durera 6 mois aux environs, mais voilà, il y aura vraiment en fait une véritable filiation entre les Cure et Siouxsie and the Banshees. Et voilà, elle, c'est vraiment l'image du personnage féminin goth, avec ici un extrait d'un morceau qui est sorti en 1980 qui s'appelle Happy House. Donc, on vous propose un petit extrait en live.
Voilà, Pierre, ici, on sort quand même tout à fait des codes habituels du rock, enfin celui des années 60 et 70. On n'est plus ici à chacun qui fait son solo. On a une musique beaucoup plus dansante. Hein, Oui, de toute façon, oui, voilà, on rentre clairement dans la new wave et voilà, c'est ce que je me disais en réécoutant ça. Évidemment, ça a pris un petit peu d'âge, mais c'est vrai qu'on est, voilà, on est clairement dans cette new wave assez sombre, qui sera vraiment leur marque de fabrique voilà, évolution très intéressante hein, qui bifurque un peu par rapport au monde du rock and roll, mais voilà, personnalité extrêmement intéressante et qui ça vaut la peine de se replonger dans les albums et d'aller réécouter un peu tout ça. Oui, puis bon, c'est vrai que quand on écoute des morceaux comme ça, c'est pas étonnant si elle, dans le cadre de sa carrière solo dans les années 2000 et toujours aujourd'hui, s'est orientée vers la musique plus électronique, puisque c'est finalement un prolongement tout à fait logique. Oui. Alors, on a dit qu'on en parlerait peut-être la semaine prochaine, enfin le mois prochain, Pierre. Oui, je pense, voilà, je suggérais ça pendant le morceau. Ici, je pensais vous parler de Trina Schumacher, qui est une productrice ingénieure du son, surtout ingénieure du son, qui est très intéressante. Je pense qu'on en parlera, vu l'heure qui tourne, nous en parlerons la fois prochaine, parce que personnage très intéressant, qui est notamment lié à Sheryl Crow, et qui produira un grand nombre d'albums dans le milieu des années 90. Donc ça, je pense qu'on y reviendra pour la prochaine séance dédiée au rock féminin. Alors pour avancer aussi au niveau du timing, puisque le temps avance, Tina Turner, on ne va pas passer l'extrait, mais juste vous dire rapidement en quelques mots comment Tina Turner relance sa carrière en 1983 avec ce super album Private Dancer, qui sera un album qui va se vendre à des millions d'exemplaires. C'est un peu l'équivalent de Let's Dance de Bowie ou de la carrière de Phil Collins à ce moment-là. Elle va s'imposer en fait auprès des plus grands vendeurs de disques à ce moment-là grâce à un retour de carrière qui est un beau doigt d'honneur, j'ai envie de dire, à ce qui s'est passé auparavant, puisque vous savez peut-être, Tina Turner a commencé sa carrière dans les années 60 avec celui qui a été son mari, Ike Turner, des pionniers de la musique rock, qui était certes un pionnier au niveau de l'invention de la musique rock, mais un humain absolument horrible qui la battait et qui a eu une influence extrêmement négative psychologiquement sur elle. C'était un vrai harceleur, en fait, qui, quand elle va finalement enfin réussir à sortir de ses griffes en divorçant d'Ike Turner en 76, il va lui dire « Sans moi, tu n'es rien. Ça ne marchera jamais pour toi, tu es foutu. » Et ce sera ce magnifique fuck qu'elle lui fera en 83 en faisant un album qui va dépasser, mais alors là, de très 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 loin, toute carrière que Ike Turner connaîtra dans sa vie. Je me rappelle d'ailleurs, je crois que c'était dans les années 90, avoir vu une petite affiche en promenant à Venise en Italie, un concert de Ike Turner dans un petit café où il y avait 50 personnes. Et pendant ce temps-là, Tina Turner triomphait. Donc, belle revanche aussi sur la vie et belle façon en tout cas de montrer tout son talent que cet album Private Dancer qui relance complètement la carrière de Tina Turner dès 83. Ce Ike Turner qui était aussi harcelant dans les productions à l'époque, dans les années 60, à tel point qu'il sera, par rapport à la Motown, il sera payé pour ne pas être présent lors de certaines sessions d'enregistrement. à quel point le personnage était néfaste pour son entourage. Pierre, Sylvia Massy, on en parle aujourd'hui Massy, on va en parler brièvement aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra revenir là-dessus par la suite. Donc Sylvia Massy est aussi la productrice, ingénieure du son, qui va vraiment jouer un rôle important dans la production fin 80 et début 90 et jusqu'à maintenant, puisqu'elle va travailler avec des groupes comme Tool, System of a Down, Johnny Cash. Elle va travailler avec lui, les Red Hot. Un personnage extrêmement éclectique. Donc c'est une des rares femmes, on va dire, c'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses, mais évidemment il y en a de plus en plus, heureusement, et c'est très bien, ingénieure du son, passionnée de matériel, puisqu'elle va acquérir du matériel vintage, notamment des consoles Nive des années 70, pardon,
Et avec tout ça, bon, voilà, elle va être extrêmement créative. Et voilà, je vous ai mis une petite citation de sa part, hein, lue dans une interview, Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist. Hein. Donc voilà, il faut étudier, hein, comment essayer d'apprendre le métier comme un professionnel. Et après, ben, on peut casser tout ça pour vraiment être un artiste. Et c'est ce qu'elle va faire, en fait. C'est assez intéressant à regarder, à voir un peu comment elle va travailler. Mais évidemment, avec des groupes comme Tool, ben c'est très créatif. Évidemment, on est un peu dans l'expérimentation à certains moments. D'autres groupes sont plus classiques, on va dire, dans le son. Mais elle aura toujours une approche extrêmement artistique, extrêmement créative. Et elle va montrer notamment à des jeunes ingé-sons qu'on peut faire des choses complètement à l'inverse de ce qu'on leur apprend. Hein, donc en expérimentant, en faisant passer du son dans différents appareils, elle fera même parfois passer du son dans des légumes, par exemple, hein, en raccordant des électrodes pour voir ce que ça donne et créer des sonorités tout à fait inédites. Voilà, une passionnée de son, productrice ingénieure du son, très intéressant, une carrière très intéressante à évoquer, hein, puisqu'elle a travaillé avec un nombre impressionnant de groupes et par sa manière d'appréhender les choses, finalement, c'est vraiment mettre l'artiste en avant et la créativité en avant à partir de solides bases, mais c'est une approche assez originale dans le milieu du son, en tout cas. Alors peut-être aussi, Pierre, on finira là-dessus aujourd'hui, parler un petit peu voilà, pour introduire le sujet années 90, hein, qu'on va... Oui, elle a travaillé évidemment avec Skunk Anansie, hein, évidemment. C'est elle qui a enregistré et mixé l'extrait que nous allons entendre après. Et là aussi, créativité et aussi mettre l'artiste à l'aise dans un environnement, puisque là, avec Skunk Anansie, pour cet album, ils enregistreront dans un lieu au départ qui est assez commun. C'est une sorte de studio avec une grande salle qui ressemble un peu à une salle d'orchestre, une salle de bal. Et cet ingénieur du son elle va créer vraiment une atmosphère propice à Skunk Anansie pour qu'elle sorte le meilleur d'elle-même en mettant des lumières tamisées, en mettant tout un décor, en installant toute une ambiance dans ce lieu, en transformant véritablement le studio pour que l'artiste s'y sente bien et pour qu'il puisse donner le meilleur de soi-même. Donc oui, Pierre, voilà, Skunk Anansie qui est une artiste assez, à travers notamment la chanteuse Kin, qui voilà, est un personnage qui dans certains milieux horriblement conservateurs, racistes et misogynes est considéré comme l'antéchrist, sachant que c'est une chanteuse noire et lesbienne qui le revendique et voilà, qui a fait un super travail, qui continue d'ailleurs toujours aujourd'hui à être extrêmement active. Et j'avais eu le plaisir de la rencontrer en 2012, hein, et lors d'un passage, je crois que c'était à l'ancienne Belgique. Et j'ai parlé en fait du fait qu'on avait classé le groupe à ce moment-là. Pierre, on était dans le milieu des années 90 quand elle commence, et donc c'est l'avènement de la Britpop. Hein, on parle beaucoup des groupes de Britpop, puisqu'ils sont britanniques eux aussi. On parle de Blur, Oasis, etc. Et donc, on avait tendance un petit peu à tout classer en Britpop à ce moment-là. Et donc, plusieurs des albums de Skunk Anansie avaient été classés dans Britpop. Et j'ai demandé, est-ce que vous êtes d'accord d'être classé dans la catégorie Britpop? Voici sa réponse, et puis je traduirai. Well, you know, I want to kind of correct you. We were never, ever defined as Britpop. You know, we were always outside of that because Britpop's bands got TV shows, they got radio play, they got all this lauded kind of praise and enemy. We never had any of that, you know, and I don't want to change history and say, yeah, we were a Britpop band. We were not a Britpop band. And Click Rock and Click Pop came out of us taking the piss out of Britpop and that whole scene and how fucking trendy they were. You know, we were kind of like, oh, we're not Britpop, we're Click Pop, you know? And that's really where it came from. And we were really just taking the piss and just like, you know, we were outsiders. We weren't in any of those scenes. And we loved being outsiders. We didn't have that sound. You know, we weren't four white boys or three white boys and a pretty girl at the front, you know, singing like that, you know. So it was, we were just kind of doing a completely different thing. And I think that a lot of people got so tired of the Britpop thing, they like came over to the world of Skunk Anansie. We got a lot of fans.
from that, because people got bored of just the same bands doing the same music. So yeah, Clit Rock was like, our own scene. And then when other bands started calling themselves Clit Rock, we ended the scene. We're like, oh yeah, we've ended it. It doesn't exist. Because it didn't exist in the first place. Voilà, assez amusant ce qu'elle raconte à ce moment-là, c'est que voilà, elle ne supportait pas d'être classée dans Britpop parce que tout d'abord, ils n'ont pas eu ce que la Britpop a eu à l'époque, c'est-à-dire une exposition gigantesque dans les magazines comme NME, de faire les premières pages des magazines comme Blur ou Oasis pouvaient le faire avec leurs petites guéguerres entre eux. Ils n'ont jamais eu cette exposition-là, ils ont toujours été en dehors de tout ça, un petit peu moins en avant de la scène, mais ça leur plaisait finalement d'être plus dans l'underground et de devoir se battre en fait pour exister. Et donc, à partir du moment où on les a catégoriés Britpop, ou ils ont voulu en fait dire que eux c'était du clit rock ou des clit pop. Voilà. Donc une belle façon aussi de dire, voilà, de faire encore un bon fuck-off à toutes ces classifications. Et elle explique que notamment quand d'autres groupes se sont revendiqués de clit rock, ils ont dit non, finalement nous on ne fait plus partie de ça parce que voilà, c'était juste une façon de réagir et de dire qu'ils étaient voilà, un peu en dehors de tout système. Et surtout, comme elle expliquait dans le bout d'interview, elle dit on n'a jamais fait de la musique pour les gentils petits garçons blancs avec des jolies filles sur scène qui se déhanchaient comme ça. C'était tout le contraire. Donc voilà, ça vous met un petit peu dans l'état d'esprit de Skin Kennedy, de Skin, qui est un personnage qui, au niveau du féminisme, est extrêmement, extrêmement active, extrêmement revendicatrice, et ça s'entend dans sa musique. Ça vaut vraiment la peine de la voir, d'écouter les albums et de la voir sur scène aussi, parce qu'elle a souvent aussi des discours entre les morceaux qui valent la peine. Quelqu'un qui a aussi beaucoup d'autodérision et voilà, très très grand personnage qui malheureusement parfois est un petit peu censuré en radio parce que voilà, pour différentes raisons. On va écouter, Pierre, un morceau qui est assez emblématique des années 90. C'est le titre Weak, on s'en rappelle bien, ce morceau. Super production aussi, il faut dire ce qui est, c'est extrêmement bien fait. Il y a Sylvia Messi, dont j'évoquais un peu sa carrière tout à l'heure. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am, no tears for you. Deep as I am, I'm no one's fool. Weak as I am. C'est avec ce titre qu'on va se quitter aujourd'hui, avant de passer aux questions-réponses, évidemment, et se donner rendez-vous en fait, le 17 avril pour la suite, en fait, Pierre, puisque voilà, grand sujet qui mérite au moins deux sessions. On reviendra encore sur le Riot Girl, tout ce mouvement féministe extrêmement important du début des années 90, fin des années 80, début 90. On parlera aussi de tout ce qui est new metal, rock indus, et un dernier vent de provocation dans la musique rock, Pierre. Et puis, on reviendra aussi sur Trina Schumacher, on n'a pas eu l'occasion d'évoquer, et encore pas mal d'autres choses. D'ici là, profitons tous, toutes et tous du soleil. Et à très bientôt. Bientôt, merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir.